Marolles, la cour des chats, un livre de Véronique Bergen. Il est certes un lieu privilégié pour qui prête attention à la vie des pierres. Nul doute que les pierres de ce quartier bruxellois, aux limites floues appelées Marolles, appartiennent à ce clan. Par leur ancienneté, leur histoire, la mémoire de ceux et celles qui y vécurent, elles frappent l'imaginaire, électrisent les sens. Si, sans l'essentialiser, sans l'enfermer dans un carcan folklorique, on écoute le quartier des Marolles, son présent indissociable de son passé, on perçoit son esprit frondeur d'insoumission, sa fameuse zouanze, aussi mystérieuse que le duende ou la saudade. On capte un espace social où souffle la liberté. Ce quartier vit à jamais en moi. D'emblée, enfant, j'ai été attirée par la déclivité des rues étroites, fascinée par l'impression d'une ville enclavée dans la ville. Riche terreau de lutte, terre de métissage, mixité de la population, affirmation des différences s'avance comme quelques-unes des strates qui composent le visage de ce tissu urbain singulier. Quartier en marge et de la marge, les Marolles se placent sous le signe d'Hermès, dieu entre autres des petites gens. Le tracé de ces rues, l'architecture de ces maisons, l'esprit de ses habitants se singularise par les bifurcations, la fantaisie. S'il m'a ému, c'est aussi parce que, plus que tout autre quartier de Bruxelles, bien qu'il ait été défiguré, démembré, soumis à des destructions successives, à des expropriations, il a survécu, gardé ce qu'on appelle son âme. Les Marolles offrent le corps d'un grand blessé, mais surtout celui d'un grand vivant. Ni ouvrage historique, sociologique ou patrimonial, ni guide touristique, cet essai entend proposer un livre-acte qui, donnant voix aux Marolles, aux Maroliens, allie déambulation dans l'espace et dans le temps et témoignage. Il est avant tout un chant d'amour, cet amour si particulier qui nous relie à certains lieux, à leurs occupants. Il ne semble nullement excessif de voir les Maroliens comme les pionniers de l'esprit des ZAD, eux qui, depuis le XIIIe siècle, résistent au pouvoir, à l'oppression, aux grands projets inutiles et néfastes. S'il fallait leur accoler l'une ou l'autre formule poético-politique, je songerais à « sous les pavés, la plage, l'absinthe, l'humour », ni prison ni béton, ou encore à ni Dieu ni maître. Au début des années 1860, l'annonce du projet de construction du palais de justice, lequel implique la démolition de plusieurs îlots de maisons de la Marolle, provoque une vive opposition et des échauffourées. En dépit de fortes mobilisations, les habitants sont chassés en 1863 et l'édifice monumental, le mastodonte de Joseph Poulart, voit le jour. Le bourgmestre Jules Anspach ordonne les expropriations. Dotées de noms pittoresques, les rues et venelles de la Glacière, de l'Artifice, de la Chèvre, de la Fusée, du Jockey bleu, des sabots partent en fumée, succombent aux pioches. La promotion immobilière, les expulsions ne détruisent pas que des lieux, des êtres de pierre, qu'ils soient pittoresques à forte ou faible valeur architecturale. Elles défont la vie d'un quartier, le tissu social, les liens de solidarité entre les habitants. Résultat de décisions prises en haut, sans concertation du bas, fruit de logiques descendantes et techniques, la violence est tout à la fois architecturale, urbanistique, économique, politique et sociale. Des pierres, des vies sont broyées. Symbole du pouvoir, d'une justice marquée par l'injustice, par la lutte des classes et l'écrasement des pauvres, le palais de justice et ses 26 000 mètres carrés de surface incarnent pour les Maroliens, tant dans sa construction que dans l'exercice de ses fonctions, l'ennemi du peuple, l'oppression bureaucratique. Le sacrifice des habitants au profit d'un chantier titanesque, leur relégation à la périphérie de la ville accentueront leur défiance envers l'autorité publique. Même vétustes, les maisons des ruelles rasées par le rotten architecte Poulart, qui habitait au cœur des Marolles, rue des Minimes, possédaient une valeur affective, une mémoire sociale. Les Maroliens expulsés accolent à Poulart l'injure skive architecte, architecte tordu. Jusqu'à nos jours, dans les Marolles,
architecte, ce qui veut architecte, sont employés comme une insulte, comme l'emblème de ce qui doit être combattu. Petite main, valet des promoteurs immobiliers, l'architecte est celui qui détruit, chasse les pauvres au nom de travaux d'utilité publique, de revitalisation du quartier ou de mixité sociale. De nos jours, depuis des décennies, les murs qui entourent le colosse rue des Minimes et rue de Winant sont régulièrement recouverts de tags, de graffitis inventifs, politiques. Ces dernières années, on a pu lire une philosophie en actes, une révolte argumentée. Maître d'un corps n'est pas maître d'une vie. La loi n'est pas le droit. Loi égale injustice. Feu aux prisons, pas aux gens. Le silence n'est un rien. Silence danger. Enfant, j'implorais ma mère de nous rendre le dimanche au vieux marché. Le disquaire sur la place me fascinait, autant que les trésors et les surprises que réservait le marché. À l'adolescence, mon amour devient compulsif, taillé dans l'excès. En quête de vêtements vintage, curieusement dit à l'époque vêtements en 1900, alors qu'ils ne dataient point du début du XXe siècle, j'avais mes marchands fétiches. Mon amie Catherine et moi dénichions d'anciennes chemises, des gilets de garçons de café, des boas, des boléros, des chapeaux que nous assemblions en une esthétique vestimentaire entre anarchie et élégance aristocratique. J'étais éprise d'une vendeuse blonde à la taille de guêpe, plus tard d'une marchande de fringues aux yeux violets. Aimantée par ses yeux de défoncé chronique, enflammée par son regard aussi mélancolique qu'aguichant, je n'avais qu'une idée, qu'une impulsion, la retrouver chaque semaine au vieux marché. Des décennies, j'ai gardé des blousons aviateurs, des perfectos au cuir élimé, des vestes, des capes, des chemises qui tombaient en lambeaux. J'ai conservé certaines vieilles boîtes, des figurines, des pipes à opium, des livres, des partitions pour piano, des photographies, des instruments de musique trouvés au vieux marché. Par période, je fréquente encore le marché aux puces, à la recherche de trésors insolites, de magie, ramassant parfois à la fermeture des livres, des disques, d'étranges objets que les marchands ont laissés sur place, me désolant de voir des brocanteurs briser leur vaisselle, préférer saccager les lots invendus plutôt que de les léguer à ceux et celles qui, souvent chaque jour, viennent récupérer le rebut. Revoir les marchands habituels, les éternels chineurs, les musiciens, la marchande de fleurs. Faire main basse sur un masque passeport africain, un violon, des partitions, des blousons en cuir. Humer l'odeur des caricoles. Dénicher dans des piles de livres une pépite que je cherche depuis des années. Voir étaler des collections singulières, fragments d'une vie qui vient de s'éteindre. Découvrir le nom du défunt qui orne les premières pages de livres jaunis. S'attrister de penser qu'aucun héritier, aucun ami n'a voulu des objets laissés par le disparu, qu'il a quitté le monde seul. Consolation de se dire qu'une nouvelle vie commence pour ces effets personnels orphelins de leurs propriétaires. C'est au fond d'une cour intérieure que j'habitais rue de la Samaritaine, au dernier étage d'une vieille maison collée à la rue des Minimes, dans un appartement dont le living était orné d'une voûte gothique. Cette demeure, autrefois reliée à la rue des Minimes, servait-elle de lieu occulte ? J'aime imaginer qu'elle avait abrité des rituels païens, dont ne subsiste que cette voûte ogivale. La particularité de la maison, sa vigne vierge, recouvrait quasiment toute la façade. Une tapisserie de verdure, avec, rançon de la gloire, des groupes de touristes qui, menés par un guide, pénétraient dans la cour, s'extasiaient devant sa végétation luxuriante.